Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Aujourd'hui, Charles essaie de comprendre le système de paye Phoenix. Barbara essaie de comprendre le traité de libre-échange nord-américain. Quant à moi, j'essaie de faire comprendre à une populaire chroniqueuse que de viser la parité homme-femme, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on engage des gens moins bons. Bienvenue à Si j'ai bien compris, épisode 5. Bonjour tout le monde. Alors, Charles, est-ce que tu peux me faire le jingle de l'émission, s'il te plaît? OK, merci. Alors, tout le monde, bienvenue à Si j'ai bien compris. Le concept, aujourd'hui, on prend deux sujets ayant marqué l'actualité dans la semaine et on retourne à la base pour s'assurer de les avoir bien compris. Et pour ce faire, je suis aidé de deux collaborateurs. Aujourd'hui, avec moi, Charles-Alexandre Théoret. Allô? Et Barbara Judith Caron. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Bien, toi? Oui, c'est la seule fois que je vais mentionner vos noms complets dans l'épisode, mon Dieu, OK? c'est épuisant. Parce que d'ailleurs, je me disais, il serait temps que vous trouviez des noms d'artistes. Si vous voulez vendre du ticket, devenez... Et je vais vous dire, là, je ne l'avais pas dit, mais je vous ai peut-être trouvé quelque chose. J'ai peut-être une solution à votre problème que je viens de créer aussi. Là. Ah, OK. J'avais pensé pour Charles Chuck 80. Ah, Ça sonnait bien. Ça sonne Simple Plan un peu. ouais, un peu, c'est cool. Oui, Il y a quelque puis- chose d'emo un peu. Là. Oui, puis Barbara, pour Barbara Judith Caron, il y aurait Barb Juicy. Là, on dirait On dirait- plus actrice porno. Oui, c'est ça. là. On est Je suis rendu un petit ailleurs. peu moins certaine du Juicy, mais Ah ben, OK, je vais j'avoue que l'accueillir, je vais y penser, je réfléchis à tout ça. en le disant à voix haute, je réalise. Ben oui, hein? Je me l'étais écrit sur un coin. Les gens du Saguenay, l'anglais, Ouais. ça donne Non, ça c'est pas notre. On dirait que je le vois plus sur les fesses comme d'un pantalon en velours Yes, oui. C'est dans le peut-être- coin de McGill. C'est En tout peut-être cas. plus une marque de vêtements, oui. Alors, on commence. On commence immédiatement et on tombe dans l'actualité. Plus tôt cette semaine, Justin Trudeau et Donald Trump se sont téléphonés pour se parler de l'ALENA et peut-être de d'autres choses, on ne le sait pas. Le président américain a menacé dans les dernières semaines d'imposer des tarifs sur l'importation d'acier et d'aluminium. On apprenait hier que les tarifs ne concerneront peut-être pas le Mexique et le Canada. Tout ça est à définir, ça change à chaque jour, mais c'est pas la première fois que Trump s'attaque aux différents traités de libre-échange. On peut d'ailleurs aller l'entendre en août dernier. Personally, I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals, both of the countries, but in particular Mexico, that I don't think we can make a deal. So I think we'll end up probably terminating NAFTA at some point. Okay, probably. Alors, Trump dit à ses fans que les traités sont injustes envers les États-Unis et que probablement il va mettre fin à l'ALENA. Alors, je te pose la question, Barbara. Ben C'est- oui. En quelques phrases, c'est quoi le traité de libre-échange nord-américain? Mais L'accord. c'est- Oui, c'est ça. Parce que si on y va dans une approche lettre par lettre, Oui. Louis, ça serait le A, elle serait pour accord. Oui. Donc, c'est ça, c'est un traité entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui dit, en gros, et là, je tourne vraiment les coins ronds, là, je simplifie à l'extrême, c'est ce que ça dit, c'est on va pas imposer chez nous de droits de douane sur ce qui est fabriqué chez vous et vous allez nous rendre l'appareil, tout simplement. Donc, si vous êtes le Mexique, moi, je suis les États-Unis, je vais donner le beau rôle à Charles, donc qui sera le Canada. Mais c'est ça, cool. entre nous, on ne va pas s'imposer de droits de douane. La libre finalement. circulation des marchandises. Voilà. Et ça date de quand? Bien, ça date de janvier 94. C'est entré en vigueur en janvier 94. Pour vous situer dans le temps, là, ça, c'est l'année où La liste de Schindler a gagné l'Oscar du meilleur film. C'était-tu bon, où ça? C'était formidable. Ce qui est un petit peu moins formidable, c'est que c'est aussi l'année où I Saw the Sign de Ace of Base a fait le top du Billboard. Attends un peu. Charles, est-ce que tu peux me faire à ce signe de Au sax? Oui. Ah, je suis un peu rouillé. On OK. Alors, n'a c'était pas les partitions en Ah, oui, studio, c'est ça, à malheureusement. l'oreille, c'est moins ma force. qui était au pouvoir à cette époque-là? Ben, c'est ça. pour- Les négociations, ça a été fait d'abord par George Bush père, Brian Mulroney et Carlos Salinas, qui étaient à la tête de leur pays respectif à cette époque-là. On parle du début des années 90, mais ça a été renégocié sous Bill Clinton et finalement, donc, comme on le disait, c'est entré en vigueur
en 94. C'est un beau document qui fait plus de 1700 pages, qui fait une formidable lecture de chevet. Tu sais, si on se dit, là, it's complicated dans un statut relationnel sur Facebook, là, ça fait pas le poids là, en matière de compliqué. C'est probablement écrit en petits caractères aussi. Oui, tout à fait. Et donc, c'est ça. Mais les droits de douane sont pas disparus là, du jour au lendemain. On a commencé par les réduire tranquillement, pas vite. Et du côté des États-Unis, en tout cas, ça a été éliminé complètement en 2008. Comme on le disait tout à l'heure, là, l'idée, c'était évidemment de faciliter la vie aux entreprises qui souhaitaient faire du commerce là, avec les autres pays, les deux autres pays, d'ouvrir les marchés, comme on dit. Et dit comme ça, ça me semble quelque chose de bien. Là, je suis pas expert, mais alors, moi, je me demande pourquoi Trump est pas content. Non, mais déjà, même à l'époque, ça faisait pas l'unanimité. Là, les gens n'étaient pas contents. Il y en avait certains, évidemment, de qui ça faisait l'affaire, mais pas tout le monde. Pour Trump, en fait, c'est la pire entente commerciale de l'histoire, Et connaissant Trump, évidemment, on sait que Trump a vraiment révisé là, toutes les ententes commerciales depuis le début de l'humanité. Parce que, selon lui, l'ALENA a, entre autres, détruit le secteur manufacturier américain en envoyant les emplois au Mexique. Et ça, évidemment, c'est un secteur où évoluent plusieurs des électeurs qui l'ont amené au pouvoir. Donc, ça explique pourquoi il revendique ça, finalement. Et il n'est pas le seul à croire ça. Beaucoup de gens pensent que ça a diminué ça. Moi, j'avais déjà lu quelque chose comme quoi la robotisation ou l'automatisation serait plus responsable que la mondialisation, mais ça devient complexe. C'est ça, mais on y reviendra parce qu'il y a vraiment toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a ça. Mais selon Trump, toujours, l'ALENA, c'est aussi responsable du déficit annuel de la balance commerciale avec le Mexique. Alors là, on entre dans un niveau de difficulté élevé. Ce que ça veut dire, ça, une balance commerciale en déficit, c'est que les États-Unis importent plus du Mexique qu'ils ne vendent au Mexique. Et ça, ça représente plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce serait autour de 60. Mais c'est pour ça que moi, j'écoutais des gens, des fois, parler un peu de mondialisation. Moi, quand je vais dans un commerce, disons que je vais au café à côté de chez moi, chaque fois que j'y vais, vu que c'est un Starbucks, ça coûte 8 piastres, là, mais je leur donne 8 piastres, ils me donnent un café. Visiblement, je perds de l'argent à chaque fois que j'y vais, mais en même temps, j'achète un service. Est-ce que quelqu'un est perdant? Est-ce que... j'ai pas envie de tomber là-dedans. C'est trop compliqué. OK, continuons. En fait, je me demande la raison, justement. Est-ce qu'il a raison d'être pas content? C'est ça, parce que c'est extrêmement difficile d'y voir clair. Reprenons l'exemple qui vraiment idéal là, qui illustre le pourquoi c'est compliqué. On en parlait tout à l'heure, l'emploi dans le secteur manufacturier. Oui. Donc, c'est vrai, le secteur manufacturier qui se représentait en 94 17 millions d'emplois et seulement 12 millions aujourd'hui. Donc, c'est une baisse. Mais est-ce qu'on peut mettre seulement la faute sur l'ALENA? C'est là que ça se complique parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui ont une influence sur l'économie qui peuvent expliquer ces pertes d'emplois-là. La mondialisation, la récession aussi qu'on a connue, entre autres. On notait déjà à l'époque un déclin dans ce type d'emploi-là à cause de l'automatisation, avant que l'ALENA arrive finalement. C'est les robots qui nous volent les jobs, c'est pas les Mexicains. En tout cas, peut-être que les robots en volent plus que les Mexicains. Et là, on parle du Mexique, mais en fait, la Chine a drainé beaucoup plus d'emplois que le Mexique. Donc, des États-Unis vers la Chine. Alors, et ça n'a rien à voir avec l'ALENA. Donc, il y a plusieurs... Je m'excuse au peuple mexicain. C'est les Chinois que je voulais viser. Et les robots mexicains. Et les robots chinois. Les robots chinois, oui. La question, en fait, que beaucoup de gens doivent se demander, justement, c'est est-ce que c'est une bonne chose, ces traités-là, pour la vie des citoyens de ces trois pays-là ou d'un pays en particulier? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que je comprends que l'économie peut-être fonctionne mieux, mais dans la vie des gens, dans le concret à nous, est-ce qu'on va tous perdre notre job? Mais encore là, la réponse plate, c'est ça dépend. Bon. Parce que... plate. Ça serait pas une très bonne politicienne, hein? Non. Imaginez Trump qui commence un discours en disant à tout le monde, ça dépend. En étant mesuré et en faisant preuve de vraiment dans le parcimonie. raffinement de comment intéresser les gens à un sujet. Je suis là-dedans. Non, mais en principe, comme consommateur, oui, c'est une bonne nouvelle parce que s'il y a moins de droits de douane, c'est moins cher pour les entreprises, donc c'est moins cher pour les consommateurs. C'est moins le fun, par exemple, si je suis un col bleu américain dont l'emploi a été relocalisé au Mexique. C'est aussi moins le fun pour les petits fermiers mexicains qui doivent laisser leur terre. Mais c'est ça aussi, c'est que les emplois qui ont été perdus ne reviendront pas nécessairement si l'ALENA est démantelée et détruite, finalement. Peut-être que Donald Trump simplifie un peu trop toute cette problématique-là et c'est pour ça que je te remercie parce que ce que je me dis en ce moment, c'est que si j'ai bien compris, on en sait un peu plus sur l'ALENA
que Donald Trump en ce moment. Sans aucun doute. Merci beaucoup, Barbara. Ça affecte des dizaines de milliers de Canadiens qui, chaque jeudi, ou plutôt un jeudi sur 2, vivent de l'anxiété et de la peur. Je parle du système de paye Phoenix. Allons écouter Magali Picard, vice-présidente du syndicat de l'Alliance de la fonction publique du Canada, lors d'une manifestation à Montréal le 28 février dernier. Hier, on a eu un beau budget d'images, mais rien de concret. On dit quoi ce matin aux travailleurs qui ont des problèmes de paye depuis 2 ans? J'ai beaucoup trop payé dans l'année, ce qui ont fait en sorte qu'ils sont venus me chercher plus de la moitié d'une paye quasiment sur 2. Le système n'était pas à mesure de calculer que moi, j'étais à temps partiel. Fait que d'une semaine à l'autre, j'avais des trop payés à temps plein et les semaines suivantes, j'avais des rétros qui me réclamaient 2, 4, 6 semaines de mes trop payés. D'une semaine à l'autre, je ne savais jamais si j'avais un paye ou non. Alors, Charles, avant de nous expliquer le système de paye Phoenix, j'ai une question pour toi. Comme employé de Radio-Canada, ça fait combien de temps que tu n'as pas été payé? Ah, ben, c'est assez drôle parce que moi, une chance que je ne suis pas payé par le système de paye Phoenix. Parce que je regarde pas trop ça souvent, mes relevés de paye, puis je pense que je serais un petit peu... Tu ferais un bon fonctionnaire. Oui, je serais heureux, je serais en ce moment. En 2 phrases, c'est quoi le système de paye Phoenix? Ben, Louis, le système de paye Phoenix, c'est un système de paye, comme le nom le dit. Et non, Louis, c'est pas le système qui gère les salaires des sorciers de l'ordre du Phoenix dans Harry Potter. C'est plutôt le système qui est responsable de gérer les payes de l'ensemble des fonctionnaires canadiens. Et ça, Louis, c'est pas de la tarte. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. 300 000 fonctionnaires répartis dans plus de 100 ministères et organismes gouvernementaux à travers le pays. Les salaires de ces employés-là, il n'y a pas juste les salaires, là, c'est aussi qu'il y a 27 conventions collectives à respecter et 80 000 règles de paye. Donc, vous aurez compris que Phoenix, c'est une machine complexe. On est loin du bon vieux boulier et de nos bonnes vieilles calculatrices Texas Instruments. Et pourquoi on en parle plus précisément cette semaine? Est-ce qu'il y a une raison? On en parle parce que le système Phoenix, ça marche fuck all, comme on dit à l'ouest de la rivière Outaouais. Et on en parle aussi parce que le gouvernement de Justin Trudeau, pour souligner le 2e anniversaire de l'entrée en fonction de Phoenix, a décidé dans son dernier budget de sacrer la hache dedans. Hein? Drôle d'anniversaire. On est loin d'une virée au Funtropolis de Laval. Quoique ça aussi, ça donne le goût de donner des coups de hache. Donc, mais pourquoi on a décidé de scraper Phoenix? Je faisais des blagues tantôt sur Harry Potter, mais il faut savoir que c'est pas si loin de la réalité parce que Phoenix, pour vrai, ça relève un peu de la sorcellerie. Par exemple, on parle pas de 2-3 erreurs par-ci, par-là. Fin novembre, le gouvernement fédéral a déclaré que 551 000 réclamations ont été faites relativement à ces erreurs-là. Donc, depuis 2 ans, c'est 156 000 fonctionnaires, soit plus de la moitié des fonctionnaires canadiens qui n'ont pas suffisamment été payés ou dans certains cas qui n'ont pas été payés du tout. Puis aussi ceux qui ont reçu trop d'argent, ceux pour qui ça a été la semaine des 4 jeudis, pour reprendre votre analogie de tantôt. Par exemple, un cas spectaculaire, là, celui d'un ex-chercheur du ministère de la Défense qui aurait reçu plus de 600 000 par erreur. Et j'ai l'impression, et peut-être je me trompe, mais je me sens loin un peu de ça. C'est peut-être à cause que c'est des fonctionnaires où ça se passe à Ottawa. Non, mais c'est vrai, il me semble que c'est quelque chose, c'est beaucoup de drame humain qui se passe en ce moment. Là. Je me souviens d'avoir vu des gens qui pleuraient, qui n'ont pas été payés, qui ont dû hypothéquer leur maison. C'est quand même assez grave. Alors, je me demande, ça part de où? Depuis quand ça existe, cette affaire-là? Là? Phoenix a été mis en place en 2016, donc, mais la décision a été prise parce que l'ancien système, le système régional de paye, lui, avait été développé dans les années 1970. Il commençait vraiment à avoir fait son temps. Il n'était pas très fiable. Lui aussi, il occasionnait des erreurs comptables qui coûtaient cher au gouvernement. Un logiciel des années 70. Ouais, c'est quand même 40 ans, ça t'a fait un bout. C'est un peu comme nous trois autour de la table. Là, ça commençait à être désuet, mettons. Oui, okay. Il y avait mal au dos. Oui, ça craquait de partout. Par exemple, de 2013 à 2015, on avait versé 50 millions à peu près de trop aux employés. Ça reste beaucoup moins que pour les médecins spécialistes, mais bon. C'est une opinion, on dirait. C'est un éditorial. Donc, c'est ça. Stephen Harper, en 2010, a décidé de remplacer le système pour quelque chose de plus moderne qui nous ferait économiser des sous, disait-on, à l'époque. Et combien ça nous a coûté, ce système-là, qui ne fonctionne pas? Ça coûte une beurrée juste depuis 2016 pour mettre en place le système puis gérer les petits problèmes connexes. Ça a coûté 460 millions de dollars. Là, le gouvernement, je vous en parlais tantôt, a décidé de revoir le système, de l'abandonner puis de trouver autre chose.
Donc, pour ça, on va investir 16 millions supplémentaires en consultation avec les syndicats, avec des fournisseurs de technologie, puis avec des experts. Puis aussi, on va, dans le budget, on disait là, injecter 431 millions de dollars sur 6 ans pour continuer, là, ouvrir les guillemets, de s'occuper des difficultés que pose la paye. Ça, en langage bureaucratique, ça veut dire qu'on va patcher en tentant de réparer Phoenix de façon temporaire, puis en embauchant de nouveaux employés juste pour gérer la crise. OK, là, on a un système qui date, qui fonctionne plus vraiment. On en a un nouveau qui fonctionne pas, puis on va l'abandonner. Alors, il va se passer quoi à partir de maintenant? Est-ce que les fonctionnaires vont être payés? Ben non, c'est ça qui est le drame, c'est que ça va continuer. Le système est là pour encore au moins 2 ans, 2 ans de consultation. Après ça, le temps d'installer le remplacement. Puis ce qu'on dit de Phoenix, c'est qu'on a peut-être fait les choses un peu trop vite. Donc, on présume que là, les gens vont vouloir prendre leur temps puis installer ça plus doucement. Donc, on pense qu'on en a peut-être encore pour 10 ans d'erreurs comme ça. Dans le pire des scénarios, mettons. Alors, à peu près 10 ans. Dites-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, le logiciel Phoenix nous a envoyé une demande de mise à jour et on aurait dû cliquer sur non. Oui, on aurait dû cliquer sur non. Merci, Charles. On en entend, on en lit, on en voit des choses dans une semaine dont on n'est pas certain de la véracité. Alors, j'ai vérifié pour vous. Bienvenue à La Correction. Alors, en réaction à la nouvelle comme quoi 46 festivals de musique dans le monde se sont dernièrement engagés à prendre des mesures afin de viser une plus grande parité homme-femme, la chroniqueuse Sophie Durocher réagissait dans un article intitulé « Lâchez-moi avec la parité » en disant « Peut-on juste en revenir à l'excellence, à la qualité, comme unique critère pour engager des artistes et leur remettre des prix? » C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez les gens. Hein, il y a beaucoup de gens qui partagent ce genre de propos-là, qui croient que si on vise la parité, on va diminuer la qualité des candidats, que c'est soit injuste, que quelqu'un va en payer le prix. Bon, je partage pas cette opinion-là parce que je trouve que ça suppose qu'on engage toujours les meilleurs candidats. Est-ce que vous regardez la société autour et vous êtes prêt à dire comme « Oui, ce sont toutes les meilleures personnes pour ces postes-là? » C'est vrai que ça crève pas les yeux. Hein? Non, je dirais pas ça, non. Et évidemment, si une job était aussi simple que devoir lever une roche, mettons qu'on demandait je cherche un employé pour lever une roche, ben ça serait assez facile de trouver le meilleur candidat, ça serait le plus fort, tu lui fais passer un test, lève des grosses roches, puis si c'est le plus fort, ben il gagne. Mais la vie est rarement aussi simple que ça et dans de nombreux domaines, c'est très subjectif qui est le meilleur candidat. Je vais vous donner juste une étude, je vais vous parler d'une étude qui est assez souvent citée comme exemple pour illustrer ça. Ça se passe aux États-Unis. Un jour, des gens ont décidé de souhaiter qu'il y ait plus de femmes dans les orchestres symphoniques. Parce que des fois, il y a des gens qui se lèvent, font comme « j'ai besoin d'une cause », puis ça va être celle-là. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70 et 80, il n'y avait que 10 % de femmes dans les orchestres symphoniques. Alors, les gens ont demandé à ce qu'on augmente ces ratios-là. Évidemment, les dirigeants ont répondu ce que tout le monde répondrait. Nous, on engage les meilleurs candidats. Alors, les gens ont dit, ben, si on vous fait jouer à l'aveugle de la musique, allez-vous savoir si c'est un homme ou une femme? Est-ce que ça changerait la donne? Ils ont commencé à instaurer des auditions à l'aveugle, c'est-à-dire que les chefs d'orchestre entendaient à l'aveugle les musiciens et le pourcentage est grimpé tout d'un coup à 30 % de femmes. Ah ben. D'ailleurs, allons écouter un extrait de musique. Alors, selon vous, c'est un homme ou une femme? C'est Iron Maiden. Assez difficile, mais dans tous les cas, ça me semblait assez bon. Alors, pour continuer de véhiculer ce genre de message qui, à mes yeux, manque de nuances, j'accorde à la chronique de Sophie un C-. Il y a quelques jours, on annonçait la vente de Juste pour rire à un groupe américain. Bon, c'est pas encore tout à fait fait parce que Québécois a encore quelques jours pour faire une contre-offre, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux plutôt vous parler de cette impression que de nombreuses personnes partagent comme quoi on est en train de perdre toutes nos compagnies, que le Québec est en train d'être acheté par des étrangers, et par étrangers, j'inclus l'Ontario ici. D'ailleurs, François Legault en parlait en 2016. On peut l'écouter. Là, on a perdu Alcan. On a perdu le siège social de Provigo, on a perdu Astral, on a perdu le Cirque du Soleil. Là, on perd aujourd'hui Rona. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois? Est-ce qu'on va perdre Bombardier? Est-ce qu'on va perdre SNC-Lavalin? Est-ce qu'on va perdre CGI? Est-ce qu'on va perdre Métro?
Bon, je suis allé chercher. Je suis allé chercher des chiffres parce que je me demandais, est-ce qu'effectivement le Québec est à vendre? Et selon les chiffres du gouvernement, qui, selon moi, François Legault doit être au courant de ces chiffres-là, c'est mis en lumière dans un article de l'Actualité. Le Québec n'est pas en train d'être vendu aux étrangers, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe. Le Québec est en train d'acheter le monde. Bon. Je vois vos visages perplexes. Ah ouais? Peut-être pas autant que ça. J'exagère un peu. Mais si on regarde les chiffres, par exemple, dans les 10 dernières années, les entreprises québécoises ont plus acheté d'entreprises étrangères que l'inverse. Et si on regarde la valeur de ces entreprises-là, ce sont aussi des grosses entreprises qu'on a achetées. La moyenne des achats est supérieure en termes de valeur que les ventes. Je vois vos visages un peu perplexes. Effectivement, c'est juste que dans les médias, on va bien on n'en entend entendu. jamais parler. Mais ça. non, Ben oui, on c'est va ça. parler beaucoup plus. La couverture médiatique va être beaucoup plus grande d'une vente que d'un achat. Alors, C'est aussi que les Saint-Hubert, Bombardier, c'est des symboles C'est tellement ça. importants, tandis que les compagnies qu'on achète souvent, ça nous dit absolument ben, rien. c'est peut-être puis des y a symboles, pas je de ne lien sais pas. émotif. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, on n'a pas le lien Ben, émotif. moi, j'ai un lien émotif avec Saint-Hubert, mais... Mais Vous êtes moins triste? d'une compagnie J'en de suis jamais poulet, revenu. disons, du Ben, Laos. j'y connais pas. Par exemple, Ouais, qu'on a elle pu devait être acheter. très bonne. Peut-être qu'on l'a Elles font- acheté, on ne sait pas. Puis elles font sûrement de l'excellent poulet aussi, mais je ne sais Probablement. pas. Peut-être que si tu vas dans un pays là-bas, ils vont faire comme un Québécois, les propriétaires qui nous C'est achètent. ça, ils vont me lancer des roches. Alors, j'envoie un message à tous les gens qui parlent sans trop savoir. Je vous accorde une note de C-. Bouh! Oui. J'ai une question pour vous deux. Ah non. De l'asphalte, on peut-tu poser ça sur la neige? Sur la neige? Ouais. Ou l'hiver. L'hiver sur la neige. Moi, je dirais que oui. Ah oui, moi aussi. Ouais, ouais. Parce que moi, je reprends une formule classique de François Pérusse qui disait Un un skidoo. skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? Alors voici de l'asphalte, on peut-tu poser ça sur la neige? Je vous en parle parce qu'il y a une Ich. photo. Il y a une photo qui est devenue virale cette semaine, celle d'une ruelle de Montréal sur laquelle des cols bleus ont récemment posé de l'asphalte et on voit qu'à certains endroits, sur les côtés, l'asphalte a été posé sur de la neige. Et c'est ici, dans la nuit du 22 au 23 février, que les cols bleus de l'arrondissement sont venus pour réparer un affaissement de chaussée, si bien qu'on a apposé l'asphalte directement sur la neige, sur la glace. C'était un reportage de TVA Nouvelles le 6 mars et il en fallait pas plus pour que tout le monde panique. Tout le monde s'est mis en colère, les chroniqueurs ont embarqué, tout le monde a crié à l'incompétence de la ville, de l'école bleue, tout le monde. Mais Oui. là, on parle de quelle épaisseur de neige? Parce que c'était pas spécifié dans votre question à l'origine. Est-ce que c'est comme 1 mm de neige ou c'est comme 4 cm de neige? Si je regarde les photos, ça me semble plus être vers 4 cm. Ça me semble être quand même beaucoup de neige. Mais justement, je vais clarifier tout ça. La réponse courte, non. Non, on ne pose pas de l'asphalte sur de la neige. Ah. La réponse longue, c'est plus complexe que ça. Il faut lire l'explication de la ville qui, en passant, a été énormément moins partagée que l'indignation de tout le monde, comme toujours. Évidemment. Les employés ont réparé d'urgence un affaissement de la chaussée. C'était une réparation d'urgence et temporaire. Ils sont allés mettre ce qu'on appelle du cold patch. Je sais pas si vous connaissez le cold patch. Pas On tellement dirait quelque dans chose mon que tu prends quand quotidien. t'as le rhume. Oui, c'est Ouais. ça. En fait, c'est de l'asphalte froide parce que l'asphalte est chaude. Celle qu'on pose en été, l'asphalte permanente. Celle qui pue, là. Ouais, celle qui pue ou qui sent bon, ça dépend des. Moi, Ouais, des moi, goûts. j'aime l'odeur de. En tout cas, moi, non, j'aime bien l'odeur de l'asphalte. mais Chacun son fétiche. c'est une réparation qui se veut temporaire parce que le sol est gelé. On peut pas poser de l'asphalte sur un sol gelé. Et on peut pas refaire complètement la ruelle. Alors, c'est l'explication de la ville. Vous êtes en droit de pas trouver ça très convaincant, mais c'était pressant. C'était une question de sécurité et ils vont refaire la ruelle dans quelques mois lorsque l'été sera arrivé. Ça me fait penser, il y a quelques années, il y a eu un scandale semblable ici Tout sur le près d'ici. boulevard René Oui. Lévesque. On avait posé de la tourbe alors que la première neige était tombée, puis le même espèce de Exactement. montée aux barricades. Ça Et se fait pas. finalement, blablabla. Finalement, tous On s'est les... rendu compte qu'il n'y avait pas de problème. Ben, non, c'est ça, non, c'est ça. effectivement, c'est Même que c'était idéal que ça soit posé à ce moment-là. C'est ce dont j'allais parler parce qu'effectivement, il y avait quelques. Si on fouillait un peu, on voyait qu'il y avait des experts qui disaient que le gazon, ça dort. Il est en dormance, en Ouais. fait, lorsqu'on le pose. Donc, les racines ne seront pas endommagées si le sol n'est pas. C'est n'est sûr pas qu'au gelé. printemps, au réchauffement, quand ça fond, ben là, Oui. les racines Et sortent je de crois la tourbe. que Charles a d'excellentes comptines pour endormir la pelouse, si je me Oui. rappelle bien. Un répertoire un son. exceptionnel. Pouvez-vous C'est, nous faire un son de pelouse qui dort? Ou qui s'endort? Mais j'allais le faire au sax. Oui, oui, au saxophone. Au saxophone. Ah, Alors,
Alors, s'il y a des gens qui sont encore à l'écoute, je voulais... Alors, qui était l'homme Saxe et la femme Saxe? En fait, je voudrais donner une note à tous ces animateurs et chroniqueurs qui, plutôt que de nous informer, à mes yeux, ne font qu'entretenir le ressentiment de la population envers et la colère de la population envers des gens ou des phénomènes qu'ils comprennent pas tout à fait. Je leur accorde la note de E comme un échec. Bien joué. Alors, c'était, si j'ai bien compris, épisode 5. Je voudrais remercier mes deux collaborateurs, Charles-Alexandre Saxe-Théoret. C'est quoi mon nom, là? Chuck... Chuck Saxe-Alexandre Théoret. Tout ça me fait penser, Louis. J'ai lu cette semaine la biographie de René Aumirois et son vrai nom, René Aumirois, son vrai nom, c'est René Roy. Je pense pas qu'il aurait eu la carrière qu'il a eue. Sans le Aumier? Oui, c'est sa mère qui, à l'âge de 12 ans, a décidé, qui était une féministe, qui a décidé de lui donner son nom à elle. OK. Et il est devenu René Aumirois. Oui, mais quand même, c'était quand même une avant-gardiste. Puis pour vrai, pensez-y, René Roy, on parlerait pas de lui aujourd'hui. Là. Mais Charles Théoret, ça sonnerait correct, je pense. Bof, non, ça n'a rien à voir. Et Barbara Judith Caron, Barb Juicy. Juicy, ben oui. Merci d'avoir été avec moi cette semaine. Merci à Ici Radio-Canada Première et Urbania. Et à tout le monde qui nous écoute, je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.